ici Catherine Gignac, bienvenue à Personnalité. Saviez-vous que l'art-thérapie est de plus en plus utilisée pour soigner des problèmes comme l'autisme, les troubles de l'alimentation, la schizophrénie, l'anxiété, la dépression, le cancer et même la maladie d'Alzheimer? Eh bien, cette semaine, j'ai la chance de recevoir un spécialiste de l'art-thérapie qui va nous aider à comprendre la puissance de l'art. En plus d'être art-thérapeute, notre personnalité de la semaine est psychanalyste et artiste peintre. Je vous invite à prendre un instant pour découvrir son univers passionnant avec moi. Sans plus tarder, on s'en va rejoindre notre personnalité de la semaine qui est originaire de la Martinique, Frédéric Reifer. Bonne émission! Bonjour Frédéric. Bonjour Catherine. Bienvenue à Personnalité. Merci beaucoup. Tu es psychanalyste et art-thérapeute. Ça a l'air absolument passionnant. Donc, tu travailles pour le cabinet Reifer que tu as fondé en compagnie de ta conjointe, Danielle. Exactement. Donc, explique-moi un peu ce qu'est ton travail. Alors, la psychanalyse, c'est un accompagnement des personnes qui, en général, ont des difficultés conscientes ou inconscientes, mais c'est un accompagnement qui permet, par la parole, de faire le patient prendre conscience de problématiques inconscientes qui, à ce moment-là, parce qu'en général, quand les personnes viennent nous voir, c'est que les problématiques inconscientes ont pris tellement de place dans la vie de tous les jours qu'il commence à y avoir un certain nombre de problématiques, comme par exemple la dépression, le burn-out, le deuil ou des choses comme ça, qui fait qu'à un moment donné, le mal-être devient tellement profond qu'on a besoin de consulter, de parler à quelqu'un, et souvent d'un accompagnement pour pouvoir réaliser que, dans le cas par exemple de la dépression, qu'il y a eu un facteur déclencheur qui fait qu'à un moment donné, on ne s'en est pas rendu compte, mais que l'accumulation des choses a fait qu'à un moment X, à cause de l'événement antérieur, l'accumulation fait qu'à ce moment-là, il y a une explosion de toute l'accumulation des choses. Et là, l'art-thérapie, dans tout ça, permet à la personne de réaliser l'événement déclencheur, d'arriver à comprendre comment ça s'est passé, comment on en est arrivé là? Oui, l'art-thérapie aussi, parce que, à mon sens, l'art-thérapie, c'est comme la psychanalyse, mais avec un support un support visuel. Moi, j'utilise la peinture, le dessin, le collage et l'écriture, qui fait que pour beaucoup de personnes qui ont de la difficulté à parler, par exemple à la suite d'un viol ou d'une agression sexuelle dans l'enfance, il y a des choses qui sont tellement indicibles pour la personne, parce qu'à ce moment-là, tu avais 4 ans, 5 ans, ou que tu n'as pas nécessairement les mots pour poser dessus, qu'à partir du moment où c'est posé sur le papier, sous la forme d'un dessin, d'un collage ou quelque chose comme ça, on peut avoir de la distance par rapport à la chose qui a été posée. Et à ce moment-là, on peut en parler. Mettre des mots sur le dessin, mettre des mots sur les sensations que ça fait ressortir, sur le ressenti que ça fait ressortir, ou les souvenirs que ça réveille. Donc, est-ce que le patient a l'impression à ce moment-là de prendre du recul, donc de parler d'un dessin plutôt que de parler de soi-même? Est-ce que ça implique moins peut-être émotionnellement? C'est plus facile? Impliquer moins émotionnellement, pas toujours, mais comme ça permet de se dissocier de l'événement, souvent c'est plus facile d'en parler. J'ai eu le cas par exemple d'une petite fille je pense qu'elle avait 4 ou 5 ans, qui était placée en institution parce qu'elle venait d'une famille dysfonctionnelle et qui, avec un dessin qui était en apparence tout à fait innocent, elle m'avait fait un jardin avec des papillons et à un moment donné dans le dessin, il y a un serpent. Donc quand elle me décrit les choses qui y sont, pourquoi c'est là, elle me parle du serpent et là elle fait un parallèle avec son père, je crois, avec qui il y avait des attouchements, etc. Mais c'était dit de façon très, très prosée, si tu veux, un peu comme si elle racontait une histoire où c'était pas elle à qui ça arrivait, etc., etc. Et en posant des questions à la dame des services sociaux qui me l'avait amenée,
Et en faisant des recoupements dans son dossier, je me suis rendu compte que ce que j'avais ressenti et trouvé par rapport à ce qu'elle avait dit, c'était bien ça. Wow! Est-ce qu'il y a des symboles ou des couleurs qui ont des significations particulières ou bien ça dépend vraiment de chaque personne? Ça dépend de chaque personne parce que en fonction de l'histoire de chacun, les symboliques sont différentes. Je vais te donner un exemple. Il y a une artiste qui est très connue, qui est Louise Bourgeois, qui a fait une sculpture géante d'une araignée. OK. Et qui expliquait dans son cheminement comment l'araignée représentait sa mère, qui était très étouffante, très présente, etc., etc. Donc l'araignée, pour Louise Bourgeois, c'est sa mère. En général, pour beaucoup d'autres personnes aussi, ceci dit, mais pas toujours, parce qu'il y a des personnes pour qui la mère, ça peut être un vampire, la mère, ça peut être, ou le père, dépendamment de quel parent est dominant et de comment il est dominant. Voilà. Et on arrive au fil des séances à découvrir tout ça, donc ça prend plusieurs séances, plusieurs dessins pour arriver à trouver une façon de soulager sa douleur. Ben, ça peut comme ça peut ne pas. C'est-à-dire que dépendamment du niveau de conscientisation du traumatisme ou de la préoccupation, ça peut prendre plusieurs séances si le traumatisme est très antérieur ou s'il y a déjà eu une forme de recherche, se poser des questions, des choses comme ça. Ça peut être presque instantané. Je vais te donner un autre exemple. On était, ma femme et moi, invités dans une émission télé. Et hors caméra, l'intervieweuse nous dit que quand elle reçoit la nouvelle d'un décès, qu'elle a systématiquement des pertes. Donc on en parle un peu et dans l'émission Reprend, j'explique que par exemple, s'il y a une accumulation d'informations à un moment X, que ça peut être plus difficile de décrypter l'origine d'un traumatisme. Et je lui donne l'exemple un papa, par exemple, qui se promène avec son fils, qui veut quelque chose par exemple, dans le courant de la journée, il voulait une glace. Mais entre le moment où il lui a voulu la glace et le moment où son père l'emmène, par exemple, pour la lui acheter, un événement se produit. Par exemple, un accident de voiture, quelque chose comme ça. Et par réaction, l'enfant, plus tard, devient intolérant au lactose sans comprendre. Parce que vu l'âge qu'il avait, et etc., il associe inconsciemment la glace, donc le lait, à l'accident. Donc, finalement, des événements de la vie comme ça peuvent avoir un gros impact sur le physique, la digestion du lactose, par exemple. Voilà. Ah oui! OK. Donc, vraiment, des maux physiques peuvent également être soignés ou améliorés à travers la psychanalyse? Oui, ça peut. Ah oui, c'est très intéressant. On doit déjà faire une pause, mais on va s'en reparler tout de suite après. Alors, restez là en compagnie de Frédéric Rifer. On est de retour à Personnalité en compagnie de Frédéric Rifer, qui est psychanalyste et art-thérapeute. Donc, juste avant la pause, tu me disais que finalement, des mots comme une intolérance au lactose, peut-être au gluten ou autre chose, ou des maux physiques, peuvent finalement provenir d'une expérience traumatisante et peuvent être soignés à travers la psychanalyse? Alors, je vais nuancer quand même le mot soigner parce que il y a des choses qui, conscientisées, se dédramatisent. Bon, dans le cas de l'animatrice télé dont je parlais un peu avant, à la fin de l'émission, elle m'explique qu'elle a pris conscience, à travers toute la durée de l'entretien, que quand elle était petite, elle avait vu sa mère placer un citron dans l'anus d'un mort et que ça a été la raison, qu'elle a compris que ça a été la raison pour laquelle chaque fois qu'elle apprenait un décès, elle se vidait. Et ça, par exemple, ce sont des souvenirs dont elle était consciente ou qui lui sont revenus à l'esprit à force de faire
En fait, sur le moment, elle n'avait pas fait le lien. Okay. Et quand je lui donnais l'exemple de la glace et de l'accident, elle a eu le déclic et elle m'a dit, maintenant que j'ai fait le lien, je vais t'appeler pour te dire, la prochaine fois que j'ai la nouvelle d'un décès, si, si ça continue ou si ça s'est arrêté. Et en fait, depuis qu'elle a conscientisé ça, les nouvelles de décès ne l'envoient plus aux toilettes. Donc, dans un cas comme ça, oui. Par contre, il faut quand même nuancer parce que je vais donner un autre exemple. Souvent, une nouvelle, comment dire, j'avais lu un bouquin sur le fait qu'un choc émotif, en général, 6 mois après, un choc émotif profond, 6 mois après, provoque une maladie. Et j'ai pu vérifier ça avec certains amis ou certains patients. Par exemple, un très grand choc émotif chez certaines femmes a provoqué cancer du sein ou cancer du col de l'utérus ou des choses comme ça parce que pas nécessairement conscientisé ou pas nécessairement exprimé. Donc tout ce qu'on prend sur soi sans le faire ressentir, en général, le corps s'exprime et l'exprime. Donc, si on vit un choc émotif, par exemple, et on sait que ça peut entraîner une maladie dans 6 mois, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a une manière d'éviter ça? À mon sens, la chose la plus importante à faire, c'est d'en parler. Parce qu'à partir du moment où on verbalise, c'est comme si tu fais sortir la chose que tu aurais normalement gardée. Et par exemple, chez beaucoup d'enfants, quand tu regardes bien, certains mal-être se créent parce qu'ils ne se sentent pas en confiance, soit avec les parents, soit avec l'environnement scolaire, etc., ou avec les adultes, des fois, dépendamment des problématiques, qui fait qu'ils se renferment et systématiquement ils deviennent plus grincheux, plus agressifs, plus asociaux, etc., etc. Donc la parole libère. Et le but de la psychanalyse, justement, c'est de faire le patient conscientiser des choses qu'on a gardées et qui, à force de ne pas être dites, ont pris des chemins à l'intérieur du corps qui font que soit tu es déprimé, soit tu es agressif, soit... Enfin, ça se traduit toujours d'une façon qui dessert le patient jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il faut qu'il en parle pour que ça soit au grand jour. Voilà, c'est un peu comme crever un abcès. OK. Puis là, la personne qui va, comprendre ce qui s'est passé, trouver l'élément déclencheur, se conscientiser, à partir de ce moment-là, c'est plus facile de cheminer vers la guérison. Oui. OK. Toujours. OK. Toujours. Maintenant, j'aimerais savoir, toi, qu'est-ce qui te passionne dans ton métier? C'était quoi tes motivations premières? Comment c'est arrivé dans ta vie? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, mon histoire personnelle, parce que je suis né d'une famille de 6. Mon père est mort quand j'avais 10 ans et ma mère était enceinte. Donc je me suis retrouvé propulsé contre mon gré dans un rôle d'aîné qui s'occupait des frères et sœurs, de ma mère, veiller à ce qu'elle aille relativement bien avec le décès et la grossesse en même temps, enfin tout ça. Et puis, j'ai remarqué plus tard que j'avais cette espèce de propension à attirer vers moi des gens qui avaient besoin de parler. Je suis assis dans le métro, il y a des gens qui s'assoient et qui me parlent de choses, et je me disais, mais pourquoi moi déjà? Et puis, c'était des affaires tellement personnelles que je me disais, mais... Pourquoi? Out of nowhere. Si bien que j'ai décidé à un moment donné d'en faire un métier. Et l'autre élément déclencheur, enfin vraiment, ça a été que comme j'ai une formation d'artiste peintre à la base, je faisais des interventions dans des écoles. Et en général, quand on m'appelait, c'est parce qu'il y avait des problématiques d'enfants qui étaient soit très agressifs, soit
un peu comme quand on appelle un travailleur social, mais qu'on ne lui dit pas vraiment qu'il est travailleur social. Et j'ai eu une classe de tout petits, ils avaient entre 6 et 8 ans, et il y a un enfant, un petit garçon, qui a passé l'année entière à me faire exactement le même dessin. Toutes les fois, je le voyais. Et le dessin, c'était une maison en feu. C'est intriguant, c'est... J'ai trouvé ça extrêmement intriguant, justement, parce que sur une année scolaire, le même dessin, imagine, je le voyais tous les mardis. Tous les mardis, le même dessin, avec quelques changements de couleur à peu près, mais la même dynamique. Et je me suis dit, toi, tu es en train d'essayer de me dire quelque chose, et je ne comprends pas ce que tu veux me dire. Et un peu après ça, j'ai vu une émission à la télévision sur l'art-thérapie qui parlait justement des dessins d'enfants. Je me suis dit, voilà, c'est la clé qui me manque. Donc je suis allé me former en art-thérapie. Et j'ai trouvé ça génial parce que non seulement ça permet de mettre l'art au service de la santé, même si, bon, à l'origine, je pense que les arts, quels qu'ils soient, ont quelque chose de thérapeutique en soi, mais vraiment appliqué au domaine de la santé comme l'art-thérapie, ça permet la créativité parce que justement on vit dans un monde qui est tellement normatif avec il faut être comme tout le monde, avec il ne faut pas, que beaucoup de personnes se briment et la créativité justement c'est la liberté de créer, la possibilité de s'exprimer un peu comme on veut et pas comme tout le monde, parce que chaque personne est quand même unique. Et le fait de ramener ça dans l'équation, parce que à trop se contenir et vouloir être dans le moule et faire comme tout le monde, beaucoup de personnes se perdent et s'oublient. Donc, les moments de grande dépression, par exemple, c'est souvent ça. On a on s'est tellement rétréci pour entrer dans le moule qu'à un moment donné, on se perd, on va mal, et il faut qu'on retrouve la fibre de qui on est pour qu'on se sente dans cet état-là. Qu'est-ce qui fait qu'on est déprimé? Quel rêve on étouffe? Et à partir du moment où on s'est conscientisé, eh bien, on peut changer de carrière, on peut prendre la décision de divorcer, on peut prendre la décision de changer de conjoint, on peut prendre la décision de changer de vie ou de changer de pays. Je dois t'arrêter pour une courte pause. On se retrouve tout de suite après. Ne ratez pas ça en compagnie de Frédéric Riffer. À tout de suite. On est de retour à Personnalité en compagnie de Frédéric Riffer, psychanalyste et art-thérapeute. Donc, moi, j'aimerais savoir l'art. Quelle est sa puissance? Pourquoi l'art est si puissant, selon toi? Tout simplement parce que quand on crée, on est soi-même. Et être soi-même, c'est la clé de tout, c'est la clé de l'équilibre, c'est la clé de la connaissance de soi. C'est ce qui fait qu'on peut dire qu'on aime le bleu plutôt que le vert, qu'on va tourner à gauche plutôt qu'à droite, que telle profession nous correspond plus par rapport à telle autre. Quand tu regardes par exemple les enfants que les parents chargent de réaliser leurs rêves, je te donne un exemple tout bête. Maman a voulu être infirmière, elle n'a pas pu le faire, donc elle estime que toi, à sa place, tu devrais être infirmière, mais c'est parce que toi, tu veux. Toi, tu veux être, je sais pas, actrice, chanteuse. Donc, en te forçant dans son rêve à elle, elle t'empêche d'être toi. Et à un moment donné, même si tu veux être la gentille fille et accomplir le rêve de maman, il viendra un moment donné de ta vie où toi, tu vis pas ta vie. Donc, à ce moment-là, dépression, souvent, ou burn-out, parce que tu vas beaucoup te dépenser dans ton travail pour compenser le fait que tu n'es pas à l'aise dans ton corps et dans ta personne. Et au moment où il y a la dépression ou le burn-out, forcément, il y a remise en question. Et là, tu découvres, à travers la thérapie, par exemple, parce qu'on va aller chercher pourquoi ça ne va pas à ce moment-là, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune, qu'est-ce qui te faisait triper, c'était quoi tes rêves et tes aspirations. Voilà. Parlant de ça, il y a une phrase qui dit que le bonheur, c'est de réaliser son rêve d'enfant. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Ou si pas son rêve d'enfant, quelque chose qui en est proche. Parce que des fois, il y a quelque chose dans ton rêve et on se rend compte en grandissant. Moi, par exemple, quand j'étais tout petit,
je voulais être pilote d'avion. Ouais. Et je me suis rendu compte que, en grandissant, que je n'étais pas assez intéressé par les mathématiques, par exemple, pour pouvoir supporter la formation qui allait avec le métier de pilote. Mais c'était aussi parce que je voyageais beaucoup et j'étais souvent en avion. Maintenant, j'ai toujours dessiné et je me suis rendu compte aussi que ça faisait partie de mes rêves d'enfant. Donc, il y a des fois, il y a un petit peu d'épluchure à faire. OK. Je t'ai demandé d'apporter des objets qui te représentent. Alors, j'aimerais savoir, je suis curieuse de voir ce que tu as apporté. Alors, les objets qui me représentent bien, c'est mon petit carnet, parce que je suis toujours en train de prendre des notes et faire des petits dessins pour soit des idées de peinture, soit des idées de texte. Parce qu'il faut dire que tu es aussi artiste peintre. Est-ce que tu fais des expositions quelque part? Pour l'instant, pas encore, mais c'est quelque chose qui est en devenir, puisque je suis en train de travailler sur plusieurs séries à la fois. En général, je travaille par série. Il y en a une que je veux faire sur l'immigration. Ah oui? Et il y en a une que je veux faire sur les couples amoureux. Ah oui! Et sachant que tu es psychanalyste, art-thérapeute, j'ai comme l'impression qu'il doit se trouver certains symboles ou en tout cas des significations cachées dans tes tableaux. Est-ce que c'est possible? Oui, mais en même temps, les symboles, comme je te disais, c'est personnel. C'est personnel. Donc, il y a des choses que je sais que je place dans mes tableaux et je sais ce que ça représente, mais après, un tableau, c'est libre d'interprétation à qui le regarde. Oui. Oui, je comprends. Et qu'est-ce que tu as apporté d'autre? Alors, j'avais apporté mon téléphone parce que quand j'ai commencé à dessiner, à voyager, on n'avait pas Internet et Facebook et WhatsApp, etc. Donc maintenant, mon téléphone, c'est un peu mon central. Ça me permet d'avoir accès à toutes les personnes que je connais autour du monde parce qu'on peut s'appeler, WhatsApp, Messenger, tout ça. Et puis d'avoir à la fois tous mes carnets d'adresses dans un seul support. Et le troisième objet, c'est celui-ci. Ah oui. Très utile. Parce que pour moi, beaucoup de choses passent par le regard et la vision, artiste visuel. Et je pense que ma compréhension du monde se fait par le regard. Ah oui. Oui. Tu sais, il y a des personnes qui sont auditives, donc tu vas leur donner une explication, elles vont comprendre. Et il y en a qui sont visuelles, donc tu vas leur donner une explication, mais il faut que tu donnes des repères. Exemple, tu donnes une adresse, au feu, tu vas avoir... Alors, ma femme, par exemple, est auditive, donc quand on se donne des informations, tu vas lui dire rue, telle chose, tel numéro. Pour elle, ce n'est pas un problème. Moi, il faut que tu me dises à la rue, tel truc, il y aura par exemple McDonald's au coin ou tu vas avoir un building bleu. Comme ça, je suis sûre de pouvoir me repérer dans l'espace. C'est un peu ça. Écoute, Frédéric, c'est tout le temps qu'on a. C'était très intéressant. Merci beaucoup pour cette entrevue. Ça m'a fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre personnalité de la semaine. Ne manquez pas ça. À bientôt tout le monde.